De retour dans l'Africa Newsroom, deuxième partie de cette émission. Je suis toujours avec Jean-Marie Talley, directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience. Léon Kongou, chercheur en sciences politiques, et Marc Mvebekale vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir Zara. Bonsoir, vous êtes maître de conférence à l'IUT de Troyes et à l'Université de Reims. Merci à vous de nous avoir rejoints. On va tout de suite passer au grand angle. L'économie s'est contractée de 3,2% au premier trimestre en Afrique du Sud. Il s'agit du plus fort recul depuis 10 ans, une baisse due principalement au secteur de l'agriculture, des mines et de l'industrie manufacturière dont l'activité est en chute libre. Ange Bijou, Nomenio. Le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud a reculé de 3,2% au premier trimestre de 2019, soit le plus fort recul trimestriel en l'espace de 10 ans. Ce coup de frein enregistré sur les 3 premiers mois de l'année 2019 s'explique notamment par une contre-performance des secteurs de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et des mines qui ont vu leur activité chuter respectivement de 13%, 8,8% et 10,8%. L'Afrique du Sud n'est que conséquente du comportement international du secteur des industries extractives, principalement du secteur minier et des services liés au secteur minier. Dès lors qu'il y a des frustrations sur le plan international en matière d'industrie extractive, le pays prend ça immédiatement comme un coup. Bien que l'Afrique du Sud reste l'économie la plus industrialisée du continent, le pays en récession économique depuis 2009 a vu son produit intérieur brut reculer de 0,7% en septembre 2018 et son taux de chômage atteindre 27% en 2017. Le nouvel accord de libre-échange intracontinental devra au maximum permettre à l'Afrique du Sud de diversifier son économie à l'intérieur de l'Afrique de manière à exporter des produits à valeur ajoutée. Après avoir enregistré des taux de croissance de l'ordre de 5% entre 2004 et 2007, l'économie sud-africaine est en berne depuis quelques années en raison notamment de la chute des cours des matières premières, de la propagation de la corruption et de la multiplication des mouvements sociaux dans des secteurs stratégiques comme les mines et l'industrie. Alors, le président nouvellement élu, Cyril Ramaphosa, bien sûr très attendu sur cette question de la relance de l'économie. Une économie marquée par près de 30% de chômage. Il faut dire que aussi l'Afrique du Sud ne s'est jamais remise de la crise financière de 2008. Et le défi véritablement, c'est de faire revenir les investisseurs. Jean-Marie Talley. Effectivement, le défi, c'est de faire venir les investisseurs, mais la principale chose qu'il faut dire, c'est que là, on est en train de vivre, c'est une incurie de politique politicienne, des gens qui, depuis, on va dire, 2008, voire même quelques années avant 2008, des gouvernants et des gouvernements qui se sont succédés au pouvoir et qui n'ont pas su gérer l'héritage du post-Mandela. Quand vous prenez des gens qui ont gouverné le pays, donc tout était basé sur le clientélisme, la corruption, le détournement. On a l'exemple de l'avant-dernier président qui a été remplacé par Ramaphosa, donc dont on connaît la gestion. On ne peut pas s'attendre à autre chose que ça. Ensuite, cette répartition, cette gestion calamiteuse du pays de l'Afrique du Sud qui a, contrairement à ce que j'ai entendu là, l'Afrique du Sud a une économie diversifiée. Mais il existe encore aujourd'hui un problème de répartition des terres. Et vous savez que l'Afrique du Sud, c'est l'un des pays où la misère, où les déséquilibres sociaux sont les plus importants au monde. Les inégalités, c'est encore l'un des pays où les inégalités sont les plus importantes au monde. Donc à partir de ce moment-là, quand on prend un pays à grande opportunité, et malheureusement où on ne fait que de la politique politicienne, on ne peut s'attendre qu'à ça. Et ceux qui payent le prix, malheureusement, ce sont les jeunes. Et c'est ce qu'on voit. Et on alimente tous les discours post-électoral, tous les discours de on va combattre la corruption, on va créer de l'emploi. Vous voyez des panneaux partout dans les rues, jobs but not corruption. Mais tout ça, quand on est au pouvoir, c'est autre chose. Ramaphosa hérite donc de tout ça.
Et on espère simplement qu'avec le nouveau code minier, parce que c'est un des grands secteurs, mais il n'y a pas que ça, qu'il va dépasser les propositions et surtout les orientations que les organismes dont on peut douter de temps en temps, qui sont comme la Banque mondiale ou le FMI, vers lesquels souvent ils orientent certains pays en développement ou certains pays qui sont en voie de développement ou émergents. On les envoie sur des chemins un peu de brouille comme ça, en leur disant que le problème c'est la météo, le problème... Non, il y a des problèmes de fond en Afrique. C'est la malgouvernance et c'est un certain état d'esprit. Il faut le regarder en face et dire comment on fait pour surmonter tout ça. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. L'Afrique du Sud en a les capacités, en a les moyens, et l'étranger n'est pas le bouc émissaire, il faut qu'on arrête. Marc Mbekale. Oui, non, absolument. Je souscris tout à fait à tout ce qui vient d'être dit, tout le développement qui vient d'être fait, parce que Cyril Ramaphosa, comment on a porté, et on continue de porter beaucoup d'espoir sur lui, d'abord de part déjà de son profil, hein, donc lui-même il s'est affirmé, il a bien percé dans le monde des affaires, et c'est aussi quelqu'un, en évoquant la question ou la problématique de la corruption, c'est quelqu'un qui a fait montre d'une certaine intégrité, ce qui fait que oui, on attendait Ramaphosa, on attendait qu'il tourne un certain héritage négatif, celui de Jacob Zuma, et malheureusement là on enregistre on est quasiment entré dans la récession, et ça c'est très mauvais, non seulement pour l'Afrique du Sud, mais pour le continent, parce qu'il faut déjà considérer que l'Afrique du Sud, c'est un géant de l'économie africaine, et par conséquent, lorsqu'il y a des difficultés en termes de croissance, et c'est pratiquement non seulement la sous-région, mais c'est l'ensemble du continent qui est affecté. Et ça, c'est regrettable. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il faut s'attaquer. Il y a des sujets importants. Il y a bien évidemment la corruption qui est liée au fait que l'ANC a toujours une prise sur l'électorat. Hein. Donc là, et bon, maintenant, d'ailleurs, quand on parle des mesures, parce que on observe, on regarde et on attend les mesures véritables prises par Ramaphosa, parce qu'il était question justement pour attirer l'investissement étranger, parce qu'il misait beaucoup dessus pour développer les infrastructures, n'est-ce pas, le bâtiment, la construction, etc. Alors c'est un domaine à travers lequel il était censé créer des emplois. Mais on se rend compte qu'aucun dispositif véritable n'a été mis en place. Et puis, bon, si on considère les déboires dans le domaine agricole, bon, il y a une fameuse mesure qui, je crois, qui a été prise, qui a été votée, d'ailleurs instaurée dans la Constitution, celle, justement, de la réforme agraire, qui est absolument essentielle, je pense. Pourquoi? Mais est-ce qu'elle va pouvoir véritablement aboutir? On sait qu'il y a un certain nombre d'acteurs économiques étrangers qui dénoncent absolument. Et c'est vrai que l'Afrique du Sud est confrontée à ce problème-là. À savoir que, d'ailleurs, même le Zimbabwe et autres, hein, partout en Afrique australe, où il y a une forte population blanche, n'est-ce pas, il y a toujours des résistances étrangères. On a vu l'intervention lorsque Ramaphosa a annoncé cette réforme agraire, n'est-ce pas, c'est-à-dire la redistribution en faveur de la majorité noire. Il y a eu les réactions de la part du Premier ministre australien pour justement sensibiliser, d'ailleurs déployer les forces économiques et financières extérieures. Alors donc on se rend compte que c'est une question qui ne sera pas facile à résoudre, mais elle est indispensable. Enfin, je veux dire, la réforme est indispensable. Pourquoi? Parce que là aussi, il faudrait que les Noirs acquièrent un savoir-faire, une expertise qui sera nécessaire pour Et surtout, comme ce qu'il est en train de dire, c'est le secteur de forte croissance. Absolument. C'est le secteur qui crée le plus d'emplois. Oui. Quand on voit tous ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui en termes d'emploi et recherche d'emploi, ce sont des populations noires sud-africaines. Absolument. Mais on se demande quand même si le président Cyril Ramaphosa il croyait ou il croit véritablement en cette réforme qui n'était pas au départ portée par lui, mais plutôt par Julius Malema. Malheureusement, moi je pourrais dire que l'Afrique du Sud est dans un contexte socio-culturel et ethnique
complexe de telle manière qu'il ne peut pas avoir de réformes brutales à la Mugabe, mais des réformes menées de façon incrémentaliste, en tenant compte justement de la complexité de la société et de qui a le pouvoir financier. Parce qu'on peut avoir le pouvoir politique, mais le pouvoir financier, il est détenu par les Blancs. Et ça, je crois que c'est une équation qu'il doit résoudre. Et donc, il ne peut aller qu'avec beaucoup de... Si vous permettez, effectivement, là, vous mettez le doigt sur un élément essentiel. On a souvent évoqué le fait que les gouvernants africains ne connaissent pas la stratégie politique. Et là, il met le doigt sur une question de stratégie. On arrive aux commandes avec des gens qui ont le pouvoir financier et on prend les commandes politiques. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez développer l'économie sans encourager la finance et sans donner, entre guillemets, si, entre guillemets, le vendeur de jouets ne plaît pas aux parents, les enfants n'auront jamais de jouets, parce que c'est les parents qui payent. Et c'est ceux-là qui payent, qui sont en face, qui ont les moyens. Il faut savoir comment s'organiser avec eux. C'est une stratégie qu'il faut déployer. C'est ça qui nous manque en général. Et la complexité donc, de l'Afrique du Sud... Il y a ce que vous avez posé comme question. Vous voyez, il arrive aux commandes. Ce n'était peut-être pas prévu, mais quand on doit gouverner un pays, on n'a pas besoin d'avoir simplement aligné un certain nombre de mesures et ce n'est que ça qu'on applique. Il y a des imprévus qui sont là, qui font partie de la société. Des contingences. Voilà, et donc il faut gérer, il faut pouvoir les gérer. Absolument. Et ça donc tenir compte du côté stratégique à développer. Et l'Afrique du Sud, pardonnez-moi, je finis là-dessus, l'Afrique du Sud nécessite une gestion avec beaucoup de stratégie, parce que la complexité, comme il a dit, de cette société-là, qui représente tout le monde entier et toute l'Afrique réunie. Non, absolument. Léon Kongou? En fait, moi, je pense qu'il ne faut pas aller vite en besoin en matière de condamnation. L'Afrique du Sud est un pays, je dirais, émergent. Et elle est aujourd'hui dans un tourbillon, comme la plupart des pays émergents. Vous avez par exemple l'Argentine ou la Turquie. La situation n'est non plus reluisante, je dirais, de ce côté. Ramaphosa a hérité d'un champ de ruines, il faut le dire. Et il essaie de faire en fait, ce qu'on attend de lui, à savoir mettre sur pied un certain nombre de réformes structurelles, réforme de la politique agraire, comme vous l'aviez souligné, mais aussi la lutte contre la corruption. Mais il convient de le dire qu'en fait, il a un adversaire contre lui. Ce sont ces agrégats significatifs de l'économie que nous avons montrés qui sont totalement au rouge aujourd'hui, avec un déficit budgétaire de l'ordre de 3,6%. Et on a parlé d'un chômage de l'ordre de 27% et qui atteint une proportion de 38%, c'est-à-dire chez les jeunes. Mais il n'est pas resté les mains croisées. Il a, par exemple, il venait de mettre sur le pied, je dirais, un programme triennal qui vise à créer quelques 500 000 emplois en direction des jeunes. Et je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est-à-dire serait la réforme agraire. Même si cette réforme, elle est vraiment opportune, ne serait-ce que du point de vue en fait, de la logique des choses, parce que les fermiers blancs, c'est 73% des terres arables. Il va falloir redistribuer ces terres. Mais ce qui fait problème, c'est qu'on parlait d'expropriation sans indemnisation. Mais vous voyez que en fait, là, une fois de plus, ça va exacerber le climat social qui est déjà... sur le modèle zimbabwéen. Assez tendu, mais aussi, en fait, quel message on envoie aux investisseurs. Absolument. Donc, pour que en fait, le chômage puisse quand même trouver une solution, il faut qu'il y ait des investissements. Or, pour le moment, tout le monde est en situation de stand-by. On essaie de voir ce que sera cette réforme agraire. Mais moi, je ne suis pas assez naïf, c'est-à-dire pour penser qu'il suffit de redistribuer les terres pour résoudre un problème de chômage. Mais non, ce que nous parlons ici, ce n'est pas une agriculture de subsistance. C'est une agriculture, c'est-à-dire d'exportation. Voilà. Est-ce que ces Noirs qui n'ont pas déjà le pouvoir financier, qui n'ont pas accès au crédit, que feront-ils de ces terres? Ce n'est pas une façon de dire que les terres ne devraient pas être redistribuées. Mais je pense qu'il faudrait trouver une solution qui puisse peut-être permettre à ceux qui les exploitent depuis très longtemps. La solution ira, sans vouloir vous interrompre, vous avez absolument raison. Votre développement est absolument logique. Mais
il reste que, dans un premier temps, je crois que, et vous l'avez souligné, nous sommes tous d'accord là-dessus, pour affirmer que la réforme agraire est indispensable. Et il y a une nécessité d'accompagnement. Je ne pense pas qu'une telle mesure puisse être prendre comme ça. Non, mais il y a tout un ensemble, un dispositif d'accompagnement des Noirs, n'est-ce pas? Une expertise, financement, etc. Je crois que, et c'est vrai que c'est problématique. C'est problématique parce que si on repart très loin dans l'histoire, et moi, je veux dire, au sortir de l'apartheid, de ce régime politique qui a absolument confiné les Noirs à une certaine échelle de la société, et je crois qu'aujourd'hui, pour des raisons... C'est même pas symbolique, il y a des enjeux économiques importants, certes, mais je crois que ça a une signification importante de se dire que les Noirs peuvent acquérir une expertise, peuvent être accompagnés pour justement le bien de l'Afrique du Sud. Mais on est d'accord absolument dans ce que vous dites. Oui, en complément de ce qu'il vient de dire, en fait, je voulais simplement dire qu'effectivement, vous avez raison quand vous évoquez le fait qu'il ne suffit pas de distribuer les terres. Mais vous savez que l'Afrique est l'un des continents qui souffre le plus de problèmes de formation. Et l'agro-industrie est un des secteurs qui demande de la formation. Les Noirs peuvent être formés. Et on a évoqué, là, vous avez dit, des mesures d'accompagnement. Effectivement, en les formant, en les amenant à acquérir le minimum de formation nécessaire, avec les moyens pour pouvoir mettre en pratique ces formations. Ça va nécessiter, donc, en termes de stratégie, le fait qu'on redistribue des terres à qui? On ne donne pas des terres pour faire plaisir, non. Ça ferait tomber l'économie, naturellement, mais on donne des terres à ceux qui peuvent les exploiter durablement, industriellement, en tout cas en fonction des visées et des objectifs que se donne le pays. Et ça ne se fait pas au hasard. Et il reste qu'il y aura toujours des résistances en tous les cas. Toujours des résistances. D'ailleurs que c'est la communauté blanche, n'est-ce pas, les industriels blancs, etc., qui disposent pratiquement de la majorité des terres aujourd'hui, vont résister justement à ce redéploiement, à cette répartition. Et on l'a vu, même pour... lancer la mesure. L'idée, il a fallu consulter les pays étrangers, la Grande-Bretagne, Madame May, il a fallu la Chine. Et donc je parlais tout à l'heure de l'intervention de l'Australie. Et donc c'est vrai que c'est une question complexe, mais qui est absolument nécessaire. Je pense que pour ma part, avec un minimum de stratégie, et le chercheur que vous êtes, vous savez bien ce que ça signifie, un minimum de stratégie qui intègre la complexité de la société sud-africaine, ou en tout cas des sociétés d'Afrique australe, on peut y arriver. Parce que le tout derrière, c'est la paix sociale. Et c'est possible. Merci, messieurs, pour ce décryptage. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes.